Bienvenue chez vous. Sur France Bleu Nord. Bruno Béard. Ravi de vous accueillir. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien écoutez, entre 9h30 et 10h, vous le savez, chaque jour, c'est un spécialiste qui nous rejoint. Eh bien aujourd'hui, nous accueillons Olivier Dostatny. Il est hypnothérapeute et on l'accueille tout de suite. Vous pouvez poser vos questions au 03 20 55 89 deux fois, vos questions à Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs. Alors on va rappeler ce qu'est un hypnothérapeute. Alors un hypnothérapeute, c'est une personne qui s'est formée de préférence à plusieurs courants de l'hypnose dans le but d'accompagner les clients ou les patients, tout dépend si c'est un professionnel de santé. Un professionnel de santé peut s'autoriser à dire les patients, vers l'exploration de leurs émotions et leur permettre à prendre de la distance avec certaines émotions qui peuvent être particulièrement compliquées pour eux, notamment de la peur, de la honte, des choses comme ça. Alors suite à un accident, suite à un choc? Alors, pas forcément, tout dépend quelle pratique d'hypnose on va avoir. Il y a Oui. la pratique de l'hypnose bien-être où ça va être juste un petit voyage confortable et ça peut être très intéressant. Mais c'est toujours dans un but pour apporter quelque chose au patient, Bien soit sûr. pour le détendre, L'objectif, le c'est de lui rassurer. apporter évidemment un mieux-être. Après, il y a effectivement aussi l'hypnose thérapeutique où là, on va avoir une visée beaucoup plus ciblée par rapport à des douleurs, par exemple, ou par rapport à des traumatismes psychologiques, comme on va le fêter tristement aujourd'hui et tout le week-end. Bien sûr, nous allons en parler, évidemment. Nous allons commémorer ce triste événement, l'attentat d'Arras, et on va évidemment revenir sur le sujet. Alors, vous êtes praticien EMDR, ça veut dire quoi? Praticien EMDR, le EMDR, alors je vous le fais en anglais ou en français? Non, allez, Bon, en français, oui, ce sera matin, on plus n'est pas simple. très en forme. C'est de la désensibilisation par les mouvements oculaires et également par des stimulations kinesthésiques. Alors là, c'est un peu du charabia kinesthésique, c'est-à-dire que on va forcer le cerveau à travailler, le cerveau gauche, alternativement avec le cerveau droit. Donc soit en faisant bouger les yeux, et ça va se passer un peu comme quand on rêve, on a les yeux qui vont dans tous les sens parce qu'on traite des informations qui se promènent dans toutes les zones du cerveau. D'accord. Alors, un hypnothérapeute côté spectacle, c'est pareil qu'un hypnothérapeute qui accueille dans son cabinet? Alors, moi, je suis pas dans le cabinet pour faire la poule à mes patients, Ouais. Évidemment, mais pour Sauf autant, si vous le demandez. oui, on pourrait si on voulait. Pour autant, j'utilise exceptionnellement des techniques de spectacle, non pas pour faire des spectacles, mais quand des personnes ne vont pas bien, quand elles arrivent au cabinet et qu'elles sont vraiment dans des situations très compliquées, ça peut m'arriver d'utiliser ces techniques-là pour les faire partir instantanément, effectivement, et aller tout de suite leur chercher un état de détente, parce que à cet instant-là, c'est ce dont elles ont besoin. Elles sont pas en capacité de travailler sur autre chose et même de me parler, en fait, parfois. Alors, lorsqu'on veut arrêter de fumer, par exemple, on va prendre un exemple concret, est-ce qu'on peut faire appel à vous? Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, il y a toujours quand même une condition, il faut que la personne soit réellement motivée. Si elle vient arrêter de fumer juste parce que son médecin lui a demandé de le faire ou sa compagne, son compagnon lui a demandé de le faire, mais qu'au fond de lui, il n'a pas envie, on aura beau faire tout ce qu'on veut, il aura toujours cette envie qui reprendra le dessus à un moment ou à un autre. Alors, si vous avez envie de poser vos questions à Olivier, bien vous le faites tout de suite au 03 20 55 89 deux fois. Vous voulez faire appel à un hypnothérapeute, mais vous ne savez pas vraiment comment procéder. Si vous en avez déjà besoin, voilà, vous posez des questions sur cette technique. Est-ce qu'on peut parler de médecine, Olivier? C'est une médecine dite alternative, Oui. médecine parallèle. Donc ça peut être en complément d'un traitement, par exemple. C'est en complément, mais ça ne doit en aucun cas remplacer une prise en charge médicale. France Bleu Nord. Bienvenue chez vous. En direct jusqu'à 11h. 9h38, vous êtes sur France Bleu Nord dans les spécialistes et vous posez vos questions à Olivier Dostatny qui est hypnothérapeute, praticien EMDR. Voilà, j'ai tout dit, je l'ai bien dit, Olivier. Oui, je vous remercie. Je me suis lancé. Vous nous appelez au 03 20 55 89 deux fois. On en a parlé tout à l'heure en début d'émission. Nous allons commémorer le triste attentat d'Arras dimanche avec notamment une cérémonie. Vous avez, vous, dans votre cabinet, des personnes qui ont été choquées et victimes psychologiquement de ces attentats, de près ou de loin. Quelle est votre intervention? Comment vous intervenez auprès de ces personnes qui ont besoin de vous et besoin de parler? Alors effectivement, j'ai eu l'occasion d'accueillir dès le lundi qui a suivi un jeune lycéen, effectivement, qui avait vécu ça en direct. L'attentat d'Arras. Voilà.
Et puis également d'autres personnes, c'est-à-dire que les personnes traumatisées, c'est ces personnes-là qui vivent la chose, mais après, ça peut être aussi, dans un rayon beaucoup plus large, ça peut être vous, les journalistes, quand vous êtes à l'extérieur, les forces de l'ordre, les soignants, les badauds, qui apprennent ça et qui vivent également cet incident traumatique et qui peuvent déclencher un mécanisme traumatique à ce moment-là. Et puis après, c'est aussi les personnes qui écoutent la radio, qui sont devant les écrans et qui, à distance, prennent ça aussi et qui potentiellement peuvent aussi les renvoyer dans une histoire de vie qui n'a pas forcément été simple pour elles, et ça peut réactiver un traumatisme ancien ou créer un nouveau traumatisme. Alors ça peut plonger des personnes dans la dépression, voire pire, dans des crises d'angoisse à répétition. Tout à fait. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin, et les choses peuvent s'installer effectivement au long cours. Des crises d'angoisse, c'est extrêmement courant malheureusement dans ces situations-là, mais ça peut être aussi, et très couramment, des troubles du sommeil, des colères injustifiées. Qui vont survenir comme ça de façon incompréhensible, une perte de la libido également, des douleurs qui peuvent apparaître, une prise de poids. En fait, ça peut jouer malheureusement dans tous les domaines de la vie. Et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Alors il y a 3 types de personnes justement. Voilà, c'est ça, c'est les personnes qui l'ont subi et qui ont vécu l'événement en direct, les personnes à distance, et puis plus on s'éloigne, plus on peut quand même le subir, et avec des effets qui peuvent être aussi forts que si on l'avait vécu réellement. Alors j'imagine que c'est un long cheminement, un long travail, qui ne se fait pas en quelques heures. On travaille pas là-dessus en quelques heures et même quelques jours. Eh bien, détrompez-vous, ça peut aller très vite. Ah, tant mieux. Ça peut aller extrêmement vite. Je vous parlais d'un lycéen la fois dernière, je l'ai accueilli 2 fois. D'accord. Et il n'y a pas eu besoin de le voir davantage. C'est-à-dire que le MDR, notamment, on va revenir sur cette approche, va permettre de désensibiliser justement la partie émotionnelle. Oui. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça peut être très rapide, justement. Et évidemment, plus on va pouvoir intervenir dans des délais rapides, plus le temps de prise en charge sera rapide également, parce que justement, toutes les crises d'angoisse, toutes les crises de colère, etc., le corps n'aura, d'une certaine manière, pas encore eu le temps de s'y habituer et de faire comme si c'était quelque chose de normal, en fait. Alors justement, pour aider ces personnes qui sont traumatisées par un événement difficile, catastrophique, elles viennent spontanément vous voir ou alors elles sont conseillées par leur médecin traitant. Est-ce que les gens viennent spontanément dans votre cabinet? Alors, ça peut arriver parce qu'ils ont entendu parler effectivement de l'hypnose et de l'EMDR, donc sur les recherches internet, ils vont me trouver. Le médecin traitant, effectivement, il y a des médecins traitants qui redirigent vers le cabinet, des psychiatres également. Et également beaucoup de bouche-oreille, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a déjà rencontré peut être amené à venir me voir, effectivement. Alors si vous avez des questions, profitez-en, il est avec nous jusqu'à 10h. C'est Olivier Dostatny, il est hypnothérapeute, praticien EMDR, et vos questions vous les posez au 03 20 55 89 2 fois. France Bleu Nord, bienvenue chez vous, en direct de 10h à 11h. Et notre spécialiste ce matin, c'est l'hypnothérapeute Olivier Dostatny. Olivier répond à vos questions, si vous le désirez, sur le thème, bien sûr, de l'hypnose. Pourquoi faire appel à un hypnothérapeute? Vous nous appelez au 03 20 55 89 2 fois. Olivier, revenons sur le thème du choc émotionnel. Alors, il peut se déclencher à partir d'un événement que l'on peut considérer d'anodin. Tout à fait. Le traumatisme et le choc émotionnel sont des choses distinctes, mais qui, pour autant, ont un fonctionnement totalement similaire au niveau des comportements qui peuvent en découler. Alors c'est quoi par exemple? Un choc émotionnel, je me promène dans la rue, on va faire simple, il y a une peau de banane, je la vois pas et je glisse. Ah, c'est pas sympa là. Et non, mais il se trouve que je suis animateur radio et que il y a 3 personnes qui me voient et qui rigolent. Et ça, j'y étais pas préparé. Ah si, ça c'est tous les jours. C'est tous les jours, mais sauf que ce jour-là, vous y êtes pas prêt et vous vous retrouvez le lendemain devant le micro et vous êtes incapable de parler. Parce que vous êtes totalement figé à cause de cet événement-là. On s'est moqué de vous, vous y étiez pas prêt, le cerveau va bloquer complètement. D'accord. Et donc vous met dans une situation d'inconfort. Il vous met dans une situation d'inconfort, de mal-être, de peur de prendre l'antenne, de plein de choses en fait. Vous pouvez être en colère aussi de cette situation, et une colère qui du coup va se répercuter dans d'autres événements de la vie, parce que à chaque instant vous vivez de la colère, à chaque instant vous vivez de la honte, à chaque instant vous vivez de l'amour. Sauf qu'à chaque instant vous êtes normalement capable de réguler ces émotions. D'accord. Mais quand il y a un événement soit émotionnellement
fort ou pas même, ou un événement traumatique, il y a un effet cumulatif des émotions. Alors quand c'est des belles émotions agréables comme l'amour, on n'en a jamais assez, on est heureux, mais quand c'est des émotions comme de la colère, du dégoût, de la peine, de la tristesse, ben là, en fait, c'est, comme on dit souvent, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Qui fait déborder le vase, bien sûr. Alors, parlons d'un thème qui est malheureusement d'actualité. On parle énormément du harcèlement scolaire. Oui. J'imagine que vous intervenez auprès de ces élèves. Malheureusement, oui. Qui vivent pour certains l'enfer. Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'interviens en général, c'est plus à distance. C'est quand c'est rare qu'ils viennent me voir pendant la période de harcèlement, et de toute façon là c'est peut-être pas forcément la meilleure période. Je pense qu'avant tout faut gérer la chose au niveau des établissements scolaires. Par contre, secondairement, effectivement, il peut y avoir un refus, voire une déscolarisation en fait, refus de retourner à l'école, déscolarisation, une prise de poids subite, des malaises, ça peut être des malaises vagos à répétition par exemple. Il peut y avoir énormément de choses qui peuvent se manifester. Allez, il est parfois plus facile pour eux de vous parler que de parler aux parents, par exemple. Ça peut être comme ça, effectivement, parce que ça peut paraître tellement anodin, parfois, ouais, mais ça va aller, ça va aller. Mais en fait, non, une fois que le mécanisme est enclenché, ça ne va pas aller. Bien sûr. Alors effectivement, il y a quand même des fois où ça peut, et heureusement, hein, dans la majeure partie des cas, ça peut se rétablir tout seul, mais ce n'est pas systématique. Alors justement, comment se déroulent ces séances que vous proposez ? Alors, pour ma part, faut savoir qu'on est tous avec des pratiques différentes, donc je vais vous parler uniquement là de mon expérience. Pour ma part, la première séance est un temps d'écoute et de partage, c'est-à-dire qu'on va apprendre à se connaître. La personne doit me connaître, doit pouvoir me faire confiance, et moi je dois pouvoir lui faire confiance aussi pour pouvoir la guider correctement. C'est un moment aussi où je vais essayer de connaître son histoire. J'ai pas forcément besoin d'avoir tous les détails, c'est pas une séance de psychothérapeutique, comme on va le faire avec un psychiatre ou un psychologue, mais j'ai besoin d'aller chercher les événements clés. Et pour moi, les événements clés, ça va être les mécanismes qui vont se mettre en place, ce qu'on appelle un déclencheur potentiellement traumatisant ou émotionnellement fort. C'est ce déclencheur qui va déclencher instantanément les émotions. Si on veut refaire allusion à ce triste événement de l'an dernier, le déclencheur n'est pas en soi l'attentat et le traumatisme. Mais le déclencheur, ça peut être tout simplement, je sais pas, il y avait un arbre dans la cour. Quand on a vu les vidéos, il y avait un arbre à côté de là où s'est passé cet acte infâme. Ça peut être, je vois un arbre qui ressemble à ça. Et automatiquement, tout remonte, ça comme va on dit. tout faire remonter. C'est ce qu'on appelle un ancrage, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un ancrage ? C'est un stimulus interne ou externe, donc quelque chose qu'on va ressentir ou qu'on va voir et qui va déclencher automatiquement, et le mot automatique est extrêmement important, une réaction émotionnelle, donc forcément toutes ces émotions qui remontent, la peur, la colère, etc. Cognitive, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un système de mécanismes de croyance. C'est de ma faute, par exemple. J'aurais jamais dû faire ça. Alors tout à l'heure, vous me disiez comportemental, c'est-à-dire nos comportements vont pouvoir évoluer également. Tout à l'heure, vous me disiez, ça peut être assez rapide. Finalement, on n'a peut-être pas besoin de beaucoup de séances. À partir de quoi et à partir de quel moment, sur quoi vous vous basez pour dire, bah voilà, au bout de 2 séances, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Mais c'est pas moi qui me base dessus. C'est la personne. C'est la personne, d'accord. La personne va me le dire, c'est-à-dire que quand elle vient me revoir en me disant, et qu'on refait le point sur les différents déclencheurs, qu'elle me dit, non, là, tout va bien. Oui. Dans ce cas-là, on va arrêter le temps de l'EMDR et on va rentrer dans un temps beaucoup plus symbolique avec l'hypnose. D'accord. Et là, donc, l'hypnose, ça se passe comment ? C'est une séance très agréable, habituellement, où on va mettre la personne dans un état d'hyper-relaxation. En fait, l'hypnose, c'est quelque chose de commun, quelque chose que vous connaissez, vous aussi, tous les jours, sans le savoir peut-être. Et cet état de relaxation va permettre d'ouvrir la porte de la suggestion. C'est-à-dire que votre cerveau va accepter d'entendre des choses qu'il se refuse d'écouter habituellement. Et là, il va entendre ces choses-là, et puis si c'est OK pour lui, c'est-à-dire que je peux en aucun cas vous forcer dans un état d'hypnose à faire quoi que ce soit, vous êtes toujours conscient de tout ce qui se passe. Alors, on n'est pas endormi en fait. On ne dort pas. Oui. Ça, c'est une convention. Contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Oui, parce que ça, c'est les mots du spectacle. C'est une convention pour dire ferme les yeux et relâche-toi. Oui. C'est ça le sommeil. Donc quand on dit ça, les gens comprennent qu'instantanément, il va se passer quelque chose. Mais non, je le dis jamais au cabinet.
D'accord. Et là, les gens vont rentrer progressivement, souvent, dans un état de relaxation, et on va pouvoir leur permettre de s'éloigner des émotions progressivement. Et là démarre la séance d'échange, Tout à le fait. moment d'échange. Et puis effectivement, vous êtes à même de voir et de comprendre là où il faut agir. On essaye en tout cas de tout faire pour. J'aime beaucoup le mot échange parce que effectivement, c'est important de le préciser. En état d'hypnose, les personnes, selon la situation, peuvent être amenées également à parler. Oui. Donc D'accord. le mot d'échange est tout à fait Donc c'est juste. important de bien le souligner. Tout à On n'est pas complètement passif, endormi. Non, c'est un en moment aucun cas vous d'échange. faire faire quelque chose que vous ne souhaitez pas. Olivier Dostatny est hypnothérapeute. Il est avec nous encore pendant quelques minutes. Vous pouvez lui poser vos questions si vous en avez au 0320 55 89 2 fois. À tout de suite. France Bleu Nord, bienvenue chez vous, en direct de 10h à 11h. C'est Olivier Dostatny qui est avec nous, c'est notre spécialiste ce matin. Il est hypnothérapeute, praticien EMDR. On a parlé de vos interventions et la question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il une charte de déontologie pour les hypnotiseurs, s'il vous plaît, Alors, monsieur oui, Olivier? il y a des chartes de déontologie qui existent. En fait, on est invité à souscrire à des syndicats d'hypnothérapeutes et en souscrivant à ces syndicats-là, on s'engage aussi, heureusement, à une certaine déontologie. Alors c'est d'autant plus important cette déontologie que on parlait tout à l'heure de médecine parallèle, donc ça veut dire que tout le monde peut pratiquer l'hypnose. Il n'y a pas d'obligation légale qui nous permet de pratiquer l'hypnose. Donc c'est d'autant plus important effectivement d'avoir quelqu'un qui adhère à ça, mais aussi aller regarder sur le site internet ou sa présentation la formation qu'il a. De préférence, essayer de choisir un professionnel de santé formé à l'hypnose et même pas à un seul courant d'hypnose, mais à plusieurs courants de l'hypnose et potentiellement à d'autres outils. Parce que pour une bonne prise en charge, France Bleu, vous avez plein de journalistes, etc. Vous avez tous des compétences différentes qui fait la qualité de la radio. La qualité de la prise en charge, c'est un peu la même chose. Si on a un seul outil, c'est un peu compliqué pour faire certaines choses. Donc, il faut vraiment avoir plusieurs outils. Donc, des formations conséquentes et voir étudier les différents courants de l'hypnose, des personnes qui ont aussi une connaissance en psychopathologie. Voilà, donc c'est vraiment en centaines d'heures que les formations doivent se compter et non pas, comme trop souvent on le voit, en quelques dizaines d'heures. Voilà, c'est une pratique sérieuse. Hein. On pratique pas. Ça se doit d'être pas sérieux. les choses n'importe comment. Hein. Non, sinon on pourrait faire pire que mieux. Et Bien il sûr. ne faut surtout pas. Merci beaucoup Olivier. On vous retrouve très vite sur France Bleu Nord dans Merci nos à vous tous. spécialistes. Et je vous souhaite un très bon week-end. Pareillement, À merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.